Bonsoir, mardi 30 juin, carte sur table, 21h, 23h, le débat sur STV. La question est en débat également dans l'opinion. Le code de la nationalité datant du 11 juin 1968 sera-t-il révisé? Le débat est donc dans l'opinion simplement à cause de l'avant-projet de loi qui certes n'est pas encore sur la table des députés, mais on en parle grandement à la faveur de l'article 81 qui pourrait permettre désormais aux Camerounais d'avoir la double nationalité. On va s'interroger ce soir pour savoir si le Cameroun franchira définitivement le pas autour de cette question-là. Ça fera l'objet du deuxième thème de l'émission de ce soir avec 4 invités qui seront là. Banda Kandi, président du nouveau mouvement populaire, Anissé Kane, président du Manidem, Célestin Djamen, militant du MRC, et puis Hervé Manuel comme du RDPC. Ce sera à partir de 21h. Mais dans la première partie, tout de suite, loin du débat contradictoire, on va rentrer au cœur du processus électoral au niveau de la CIMA, la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, qui, comme vous le savez, le 7 juillet prochain va organiser le renouvellement du mandat des membres consultatifs de l'Assemblée plénière de cette institution consulaire. Le corps électoral est donc convoqué et ce soir, on verra les enjeux de cette élection-là et surtout le processus, comment est-ce qu'il va se dérouler. Pour cela, 2 invités de haut cadre de la Chambre de commerce. D'abord, Frédéric Dion, il est président section prestations de services et président du bureau directeur du centre d'arbitrage et de médiation de la CIMA. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci infiniment d'être des nôtres pour évidemment déblayer cette question-là. Vous êtes candidat également. C'est un plaisir pour moi d'être là. Juste en face de vous, le fonds de Mokété Fort et Coco, évidemment récemment investi dans cette fonction de notabilité traditionnelle, mais c'est en sa qualité de deuxième vice-président de la Chambre de commerce qu'il est là ce soir. Président, bonsoir. Good evening, Peter. Merci également d'être là. It's my pleasure to be here too. La première question, avant peut-être de comprendre le processus, à quelques jours de cette élection-là, est-ce qu'on peut apprécier le niveau d'avancement du processus électoral? À quel stade est-on aujourd'hui? Est-ce que tous ceux qui sont concernés en tant qu'électeurs ou en tant que candidats sont informés et sont-ils prêts? Frédéric. Merci, monsieur Dipita. Ce que je peux vous dire, c'est que au stade actuel, sur la base d'un chronogramme qui a été arrêté, nous avons tenu un certain nombre de réunions pour pouvoir sensibiliser les groupements socioprofessionnels. Nous avons mis en place un système de communication avec les ressortissants qui sont dans les marchés, dans les endroits où nous avons une grosse partie des membres éligibles, électeurs sur notre liste, parce qu'il s'agit d'une liste de 120 000 membres. Et vous imaginez donc que pour couvrir ça, on a dû se prendre tôt. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement, j'allais dire, à 50-60% du chronogramme qui a été arrêté pour sensibiliser les gens autour de cette élection qui se déroulera, comme vous l'avez dit, le 7 juillet prochain. En termes de préparatifs sur le plan matériel, bureau de vote, lieu de vote, je sais que du moins nous savons que le pays, le Cameroun est la circonscription électorale, ça veut dire que c'est dans toutes les régions que vont se dérouler ces élections-là. De ce point de vue, que peut-on en dire? Ce qu'on peut dire, c'est que tous les électeurs seront dirigés vers les sous-préfectures du lieu de leur implantation, les marchés, les délégations régionales de la Chambre de commerce qui disposeront des listes afin de permettre aux électeurs de se situer et de pouvoir voter tranquillement. Et voilà un peu l'organisation spatiale que nous avons mise en place pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire, parce que comme vous le dites vous-même, il s'agit bien de la circonscription étant nationale. Nous partons donc des sous-préfectures, des délégations régionales dans les chambres de commerce, des marchés où les listes sont affichées, et nous invitons les uns et les autres à pouvoir
s'y rendre pour repérer leur liste et pouvoir accomplir leur devoir civique au regard du Parlement des affaires au Cameroun, comme nous avons l'habitude de nous qualifier. Alors, Chief Ekoko Moukete, si on jette un regard rétrospectif, si on regarde un peu 2016, 2020, que peut-on dire de la Chambre de commerce aujourd'hui, au moment où vous allez affronter un nouveau scrutin? Well, thank you, Peter. Yes, it's actually been quite a difficult period, lots of things happening, but we have been able to stay to the core of our mission, which essentially is to promote the private sector, the entrepreneurial sector. We essentially act as a consensus-building institution, making sure private sector and the public sector understand each other. I mean, we actually deliver the message so the two can understand what the priorities are. But in terms of real achievements, we've really focused on the pilot. It's called the CP in French, but in English we call it the pilot incubation center, where we've been training young people and also transforming cassava and trying to essentially develop a transformation of agricultural products, in a sense, for starting with cassava, which we hope to then go to other areas. That has been going on. We intend to expand that, in the next mandate to Sangmalima and so on. We have basically carried out our foreign trade missions, where we've accompanied, whether it's a prime minister traveling or the president, to abroad, and we have basically led the private sector delegation in order to present what Cameroon has to offer as an investment destination. We have, in essence, providing quite a bit of information to potential investors in terms of understanding the local law, the investment climate, and so on, and how to navigate investing in Cameroon. So we have a lot of people asking questions on, the investment code and so on. So we guide them. We have a one-stop shop center where you get all the information for investing. So we've been essentially focusing on hand-holding investors and also backing our the private sector, mostly small and medium-sized enterprises. We've had training programs teaching them on building business plans in terms of understanding, the obligations of taxes and understanding what they need to do in setting up a business. So it's really been that, the hand-holding function, and also in terms of cooperating with the other sectorial organizations, working with JICAM, working with the Investment Promotion Agency to promote the private sector. The Chamber of Commerce is what it is. Its name is what it is, and essentially we are the oldest, private sector institution, and our link to the public sector is quite critical in meeting those objectives. So it's what we've been doing, and we hope we'll do it better, in the next mandate. Et justement, est-ce qu'on peut apprécier l'impact auprès de vos partenaires qui sont ces artisans, souvent des petits artisans, notamment des activités qu'ils mènent, de l'apport de la Chambre. On a pu voir souvent que vous faites venir des partenaires étrangers, les délégations marocaines, turques et autres. Comment est-ce que ça se met en branle entre les commerçants camerounais, les commerçants étrangers, et comment ça se ressent sur l'offre locale? Écoutez, Monsieur le député, ce que je peux vous dire, c'est que la Chambre de commerce est quand même structurée autour des directions opérationnelles. D'accord. Ces directions opérationnelles sont celles qui préparent ces rencontres-là. Elles sont en contact permanemment avec le tissu économique camerounais en fonction des différents secteurs. Et quand il arrive que nous soyons obligés de préparer des foires ou des rencontres avec d'État à État, ce sont ces directions opérationnelles-là qui sont chargées de le faire. Et nous, en tant que membres du bureau, nous sommes beaucoup plus là pour, j'allais dire, appliquer les grandes lignes dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire la représentation, c'est-à-dire la formation. Et de plus en plus aujourd'hui, nous essayons de mettre à travers, comme disait le président Ekoko tout à l'heure,
des structures qui, au-delà de la formation, essayent de produire. Pour donner l'exemple, il a cité le projet de San Mélima tout à l'heure. Voilà un peu les axes sur lesquels la Chambre de commerce s'exprime, mais je dois vous dire qu'il y a des professionnels au niveau opérationnel qui sont des directeurs de service et qui s'occupent particulièrement d'organiser ces foires, ces rencontres, afin que nous puissions être à un niveau de représentation acceptable, pour ne pas dire au mieux de ce que le Cameroun peut proposer dans ces rencontres-là. Fon, alors, au regard de ce que vous venez donc de dire pour le passé, nous sommes en train de décliner le programme de mandature 2020-2023. Vous avez défini cinq axes dans le domaine de la transformation agroalimentaire, dans le domaine de la formation, dans l'accompagnement des opérateurs, vous venez d'en parler, pour le commerce extérieur, la modernisation de l'institution consulaire, la modernisation du suivi de la conjoncture, de la production et de la diffusion de l'information, et puis le sixième, la promotion économique, coopération internationale. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails supplémentaires? Well, essentially, number one, agri-industry, transformation. We feel really agri-industry is an area, transformation in that area is key, because we've been producing, but we don't transform, and processing is key, because that's where the value added really is, the substantial value added, and we think it's just talk is not enough, we should put it into action. So that's an area where, apart from having the Pilot Incubation Center, teaching people what to do in transformation, giving them a hand, but we intend to, move that to other areas beyond cassava, and that is going to be enhanced. And also in terms of in the incubation center, in terms of training is key. I mean, we have the Achille Pelago program, which we just qualified on, which would having European Union support, and we are going to be training a lot of young people into various areas which would make them, in terms of vocational training, and that's quite key. We're going to also be having certified management centers for SMEs. We'll be training business persons in terms of pre-install workshops, organizing business encounters, information meetings, and so on. We'll be assisting youths in benefiting from, there's also the Castel Award, Pierre Castel, this award which young people can win for their excellence in entrepreneurship. We will be organizing also the Bordeaux Africa program, which also helps young entrepreneurs. We'll be creating clubs in universities and professional schools, to encourage, young people to be prospective entrepreneurs. So training will be key in that area. You talked of accompanying, business people in trade missions, which is what is quite key. We have to go out there and sell Cameroon together, of course, with other partners. So we are going to be focusing on, the support infrastructure to that. We'll be redoing, we have a warehouse which caught fire. We're going to be refurbishing that to make sure the warehouse infrastructure is there. We'll be putting up, warehouses more in the Kribi port. We'll be putting up, extra warehouses in Douala also. So without infrastructure, of course, you can't be, when you're pushing on external trade, you need that infrastructure to be there. So we'll be looking at those sort of things, and basically improving our logistics. And we, as you know, the Chamber of Commerce also issues, certificate of origin. So that will be enhancing. We're working together with the custom departments also to making sure commercial documents are made easier. I mean, there's so much. I mean, also one of the things which is coming across is being eco-friendly, and the environment is something that is coming up, and we have to make sure that we keep those eco-friendly standards, and we intend to improve, refurbish our Chinga grounds, the 7 Hills, we'll call it, to make it an eco-friendly center for doing promotions and big fairs and so on. So we're working on that, and we hope to operationalize it in the next mandate. And
one of the important things is what perhaps he would have talked more on that in terms of the Center for Arbitration and Mediation, which the Chamber of Commerce is pushing. He is president of that, Stadion, my colleague. We're also, in terms of modernizing the chamber, we feel that in terms of the structure, the way we are structured, we need in the next mandate to become more modern, more suited for the new types of businesses. As you can see, a lot of meetings today are by Zoom and Microsoft Teams, and been online because of coronavirus and so on. There are a lot of things that have changed the way business is done, and there needs to be, a system which takes into consideration the new economic environment we have to deal with, and that requires modernizing the structures of the Chamber of Commerce. Last but not least, we of course have to monitor the economic situation, provide data, and disseminate information to the business sector. One of the things people complain about is that they don't have enough information about the Cameroon economy. I mean, they don't know where to get it. It's there, but it's not coordinated in the proper fashion. So we need to improve on that, simplify it, and make sure that the right information is available and the right data is available so business people can really navigate the environment. And lastly, trade promotion. It's what the Chamber have always done, but I think recently there's not been as much. There was a time our budget allowed us for a lot of foreign trade missions and going out there, trade promotions. We could do a lot more. We are budgetary constrained at the moment, and of course we are hoping to have sustainable, independent income, which would allow us to do more, because now we are basically just surviving and not doing as much activity as we would like. But in 2020, 2023, we hope to really gear up and to actually get involved in effectively carrying out missions and things which would promote Cameroon, not just as an investment destination, but also increase our ability to do quite a bit of import substitution and reduce on the things we're importing so much which we can produce here, but have those partnerships happen. And so, I perhaps have spoken too much on that. C'est bien de le savoir néanmoins. Oui, merci. Je voulais tout simplement, pour nos auditeurs francophones, dire en gros que le président Ekoko faisait ressortir tout simplement que la prochaine mandature va être pour nous, surtout à l'usage de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire la pandémie, absolument, qui fait que nous devons renforcer notre tissu local de production à travers la formation, à travers l'information. Nous devons faire en sorte que, comme a dit le chef de l'État un jour dans ses discours, nous devons consommer ce que nous produisons. Et je pense que la Chambre de commerce, c'est une des missions de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner les PME camerounaises pour que ces PME puissent être en mesure, à travers l'information, à travers la formation, d'être producteurs et de faire en sorte que nous puissions être pour le moins indépendants, moins dépendants de l'extérieur. Ça aussi, c'est une des missions que la mandature devrait pouvoir, à laquelle la mandature devrait pouvoir trouver des solutions. Maintenant, tout à l'heure, le président a parlé du centre d'arbitrage et de médiation dont j'ai l'insigne d'être le président du bureau. Je voudrais dire que notre approche, nous avons préparé tous les textes qu'il faut. Notre approche, au-delà des autres centres qui existent, c'est que nous voulons nous occuper de l'ensemble des opérateurs économiques camerounais. C'est-à-dire que les autres, pour la plupart, je pourrais dire, d'après la loi de Pareto, pourraient s'occuper de 20% des opérateurs, mais nous voulons nous occuper des 80% autres, en faisant en sorte que même dans les marchés, nous puissions installer des structures qui peuvent permettre aux opérateurs d'avoir à régler leurs petits litiges sans être obligés d'aller devant la juridiction traditionnelle. Et vous savez très bien que très souvent, quand on va vers la signature d'un contrat, on ne s'imagine pas toujours qu'il peut y avoir, dans l'interprétation, pas forcément qu'on soit de mauvaise foi, mais dans l'interprétation, on peut avoir quelques petits soucis. Et ces soucis-là ne devraient pas se retrouver devant les juridictions traditionnelles parce que c'est lent, parce que c'est cher. Et nous proposons donc que des professionnels proches du secteur soient en mesure de se retrouver et de trancher rapidement en disant vous avez raison, vous n'avez pas raison, voilà. Et ça fait que nous allons avoir une fluidité dans les affaires qui va certainement améliorer nos performances. Voilà notre approche donc, elle est donc plus large,
en touchant le maximum possible des opérateurs économiques, elle va être de proximité. Et nous pensons que le faisant, nous viendrons compléter l'arsenal qui existe sur place, mais donner surtout la possibilité au maximum d'opérateurs d'avoir à trouver des solutions à leurs problèmes. Et concrètement, dans le fonctionnement, comment ce centre au quotidien travaille? S'il y a un litige, comment est-ce qu'il est saisi? Quelles sont ses compétences? Quelles sont les incidences? Est-ce que ces décisions sont acceptées, validées? Et est-ce qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'autres recours? Je veux dire concrètement, si on peut en dire. Oui, je vais vous résumer un peu rapidement. Je veux dire que le centre comprend en gros un bureau directeur qui est en charge du management de la structure, et il y a une cour. Et dans cette cour-là, on a des arbitres. Ces arbitres peuvent être saisis dès que le bureau est saisi. J'allais dire, cette demande peut être transmise en fonction de la qualité des arbitres pour que nous puissions trouver Justement, quel est le profil des arbitres? Le profil des arbitres, c'est aussi bien des juristes que des professionnels de différents métiers. Ils ne sont pas forcément des membres de la Chambre? Non, ce n'est pas des membres de la Chambre du tout. La Chambre est là pour... c'est un instrument de plus que la Chambre met à la disposition du personnel économique pour pouvoir trancher, résoudre leurs problèmes dans un cadre amiable. Vous parlez tout à l'heure de la procédure. La procédure, c'est qu'il faut déjà que les deux parties soient d'accord. Qu'elles soient d'accord d'aller vers un centre d'arbitrage ou de médiation. Une fois que ces parties sont d'accord, elles saisissent l'institution qui peut donc solliciter, en fonction des compétences et de la composition, faire une composition du bureau, de l'instance qui va étudier les problèmes et proposer des solutions. C'est vrai que ces solutions n'ont pas un caractère juridictionnel, c'est un caractère amiable. Ça veut dire que cette décision peut être remise en cause devant les juridictions traditionnelles. Mais si le travail est bien fait, en principe, les deux parties devraient pouvoir s'en contenter. Mais si d'aventure ce n'était pas le cas, il est évident qu'une des parties peut toujours avoir à recourir à la juridiction traditionnelle. Mais ça, c'est ce que nous souhaitons le moins possible. C'est pour cela qu'on essaie de faire en sorte que les arbitres soient des arbitres qui vont avoir porté un avis objectif, désintéressé, et surtout ayant pour souci de régler ces problèmes et pour qu'on ne se retrouve pas devant les juridictions traditionnelles. Vous avez évoqué tout à l'heure justement cet environnement marqué par le coronavirus qui impacte évidemment les membres ou alors les acteurs de la chambre de commerce, les commerçants, les petits. Déjà, comment est-ce que vous abordez cette question? C'est également que ça impacte évidemment le fonctionnement économique du pays avec une réduction, un collectif budgétaire de moins 11%. Au niveau de la chambre, comment est-ce que vous managez vos membres à faire face à cette pandémie et à affronter ces conséquences qui pourraient impacter leurs activités, évidemment? Peter, it's one of those problems which it's what you call a moving target. By the time we get to one thing, we have to deal with the other. We had, as you know, for the last few months, a total lockdown, people not moving, businesses shut. Then it gets open. At the time we are getting open, we now hear, you cannot travel into Schengen and so on, limitations to travel. There are no airlines, moving of goods and stuff. So everybody, the good thing, in a sense, it's that everybody is facing this difficulty. It's not just Cameroon, it's not just Africa, the entire world. But the question is, it's also a good thing in one way that it would make Cameroon and people to look a bit inward and develop the capacities which they didn't have before. Not just in healthcare, you now start thinking, we need more hospitals, we need to do it our own way. The way you eat, the way we consume, we should start consuming a lot more local things we produce. We tend to have been producing things, eating and consuming things we don't produce. Now, more and more that is becoming difficult, and I think Cameroon is, we call it Africa in miniature, with the diversity and the capacity to not just fertile lands where you can grow almost anything. I think we'll be seeing a private sector which is now looking inward to now start, taking advantage of this new opportunity that, in a sense, coronavirus has brought. But
truly our members are small, most of our members are the SMEs and the small businesses. They have not had the capacity to readjust. But the other thing also is that because they are small, they can readjust much faster than much of the much bigger companies and so on. So our prayer, in a sense, is that, you know, the Chamber of Commerce will be able to support this lot to provide basic training, retraining, encourage them to go into other areas of business in terms of trade and so on. And we are kind of bullish. We're kind of hopeful that as we're starting the new mandate, we would understand much more how to deal with the challenges we're faced with coronavirus. We don't know what will be next month, but one thing is for sure, it's not going to be the same. And also, in terms of movement, people don't have to move as much as they used to, you know, in terms of meetings, in terms of communication. Luckily, I mean, we do have, you know, in terms of mobile communications, WhatsApp, and a lot of, even to the villages, people can communicate quite easily in terms of moving money. You know, things are moving, and people don't have to travel as much to trade and to interact. So we'll be looking at how to encourage the private sector to, you know, take advantage of doing business differently in the background of coronavirus and its restrictions. Yeah. Au regard de ces défis, donc, sous quel signe vous mettez évidemment ce nouveau mandat à venir, 2022-2023, comment est-ce que vous l'appréhendez? Comment est-ce que vous entendez relever les défis qui se présentent déjà actuellement et qui pourraient éventuellement se présenter après? Bah, écoutez, Monsieur Dipita, ce mandat, nous le plaçons sous la base d'un programme d'ailleurs. Il y a un programme qui a été confectionné et ce programme prend en gros en compte le fait qu'il y a des chantiers qui sont à terminer. Ces chantiers sont de plusieurs ordres. Je citerai tout simplement, comme disait tout à l'heure le président Ekoko, la formation des jeunes à travers le CIP, nouvelle formule que nous sommes en train d'implémenter. CIP, c'est-à-dire? CIP, c'est-à-dire c'est un centre d'incubation pilote. D'accord. C'est-à-dire il s'agit de faire en sorte que la filière manioc soit une filière qui est susceptible de générer non seulement des emplois, mais surtout de capitaliser autour de ce produit, de cette plante qui est assez répandue chez nous, de manière à faire des produits industriels ou semi-industriels capables de lutter d'ailleurs au passage contre les sorties de devises, comme nous connaissons à travers les importations du riz et autres. Donc je disais donc qu'il y a des chantiers qui sont en cours, qui doivent être terminés. Il y a de nouveaux chantiers qui vont être ouverts. Ces nouveaux chantiers, comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans le cadre de la facilitation entre les rapports entre les opérateurs économiques, nous avons le centre d'arbitrage que nous allons implémenter. Nous allons mettre ça définitivement en place. Nous avons, dans le cadre du programme du président, on a des chantiers qui vont dans le sens de la formation des jeunes à travers la coopération internationale, l'Union européenne, la Chambre de commerce francophone, qui ont mis à notre disposition des moyens qui vont nous permettre de former des jeunes, de manière à ce que les jeunes soient en mesure de se prendre en main et d'être, j'allais dire, des chefs d'entreprise. Voilà le renforcement du tissu industriel à travers la formation, la mise en place des petites PME. C'est le champ, l'important champ qui nous concerne au cours de la prochaine mandature. Justement, je voudrais qu'on vous dise un peu un mot sur ce produit original. Vous en avez parlé tout à l'heure, je crois. Aquaqua. Oui, voilà. Aquaqua, c'est une semoule de manioc. Absolument. Qui a été mise en place par la Chambre de commerce et qui est très prisée sur le marché. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de trouver les voies et moyens pour pouvoir vulgariser ce produit-là, qui peut être un produit de substitution pour pas mal de produits d'importation étrangère qui nous coûtent en termes de devises énormément de moyens. L'une des problématiques qui se posait au lancement de ce produit, c'était que le manioc était rare sur le marché, parce que beaucoup d'acteurs n'étaient pas dans cette filière, dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous être rassuré au regard de la demande à laquelle vous devrez faire face? Vous êtes certain que les quantités sont disponibles? Non, disons que vu à l'échelle d'une production importante,
il y a un souci. Mais le CIP vient vulgariser cette technologie de transformation pour que les petites unités puissent se mettre en place. Et si ces petites unités se mettent en place, elles vont trouver le manioc là où elles sont implantées. Il s'agit qu'au lieu d'avoir une unité qui va traiter 120 000 tonnes par an, qu'on ne trouvera pas difficilement dans une région aujourd'hui parce que nous n'avons pas en aval, en amont, je veux dire, la production qui s'y est. Il s'agit maintenant à travers les petites unités mises en place, de former des jeunes qui, eux, dans leur région, vont certainement trouver du manioc. Ça va être une forme de conservation du manioc qui permettrait donc d'avoir, comme qui dirait, la politique du grenier, qui fait qu'en toute saison, on peut avoir un produit dérivé du manioc. Ça, cette souplesse-là, on peut l'avoir. On peut la rencontrer à travers la multiplication des petites unités et la formation du CIP vient à ce niveau-là combler les petites difficultés que nous avons connues, parce que la première conception, c'était d'en faire une par région, une grosse par région. Aujourd'hui, quand on y va, dans ce sens, on a du mal à trouver dans toutes les régions du manioc. Mais si par région, nous avons une dizaine de petites unités, elles vont certainement trouver de quoi transformer pour pouvoir, comme je dis, trouver un produit de substitution capable de faire en sorte que le manioc prenne une place importante dans l'alimentation des Camerounais. Ce soir, s'il y a donc un message, s'il y a quelque chose que les acteurs de la Chambre de commerce, les électeurs, les membres doivent retenir, ce sera lequel? That the Chamber of Commerce is here for the private sector. It is our mandate to promote private sector and to make sure that the enabling environment is there to allow businesses to grow. It is a difficult time from many angles, and for me as an Anglophone, in a sense, you know, the Anglophone territories are having issues, the Northwest and the Southwest. It becomes quite difficult for the Chamber for some of the projects which the Chamber of Commerce had in mind. For example, in Bali, they're going to set up also a pilot incubation center for cassava. It was already planned for that. That couldn't go on. In Limbe also, and we're looking at setting warehouses. But some of these projects are going to come. But nevertheless, in those two regions, it's been very difficult for our members, the delegation in the Northwest and the delegation in the Southwest, have had great difficulty supporting their members because business is really down. But in the other eight regions of Cameroon, of course, we have delegations in each of the regions. And these delegations are there. And what we would like is that the various businesses, businessmen and women, should take advantage of the regional Chamber of Commerce which is there. It's not just Douala. You have the headquarters in Douala. Yes, it's there. But we are the only private sector institution which is implanted in all the 10 regions of Cameroon. We are there, actually present, and we would like them to understand that this Chamber of Commerce is there. It is an institution to help them take advantage of the Chamber of Commerce in order to improve and enhance your business capability. And that's that message that has to come across. And I hope that now that there's an election going on, we would like to see participation. We would like to see people take interest on who their representatives are in this business parliament. And that's one of the things perhaps we didn't talk about here earlier, is how the Chamber of Commerce is organized. It is actually like a business assembly, where there are 150 members who come from right across all the sectors of the private sector. They are like parliamentarians for the business sector. So people should hold us accountable and take interest in the election and know that the representatives who are going there are people who obviously can represent them. And yeah, you can, if you don't take interest and then people go in who you don't even know, they don't sit back and just complain. And of course, this information doesn't come as much, but what we would like to take home here is that here's an opportunity, know who your representatives are,
take part in it, because as a consensus-building institution, it is important for you, because we take your concerns to government, and we also take information from government in terms of broad strategy to you, and you can see how important the institution is. Frédéric, sur les enjeux de cette élection? Les enjeux de cette élection, Monsieur Dipita, moi je les vois de deux ordres. Le premier ordre, c'est d'abord les opérateurs économiques. D'accord. Nous devons améliorer la communication vers ces opérateurs économiques, et c'est l'occasion, au cours de ces élections, de leur demander de nous donner l'appui qu'il faudrait, et pour que nous puissions faire en sorte que la proximité dont on parle, dont j'ai parlé tout à l'heure dans notre approche des 120 000 opérateurs économiques, que ce soit une réalité. Et si nous avons cet appui-là, nous allons nous retourner vers les pouvoirs publics. Parce qu'un des problèmes que nous avons à la Chambre aujourd'hui, et qui bloque énormément j'allais dire, nos projets, c'est les problèmes de ressources. Et je pense pour ma part que si le pouvoir public pouvait nous donner la possibilité, non pas forcément de nous mettre sous une sorte de perfusion, comme dirait l'autre, mais donner la possibilité pour nous de bâtir des ouvrages qui peuvent nous permettre de générer de l'argent régulièrement. Je pense par exemple au magasinage. Si nous arrivons à faire aboutir nos projets qui concernent la construction des magasins dans les ports, à Kribi, à Douala, ça pourrait générer des recettes qui font en sorte que nous ne serons plus obligés tout le temps de nous retourner vers les pouvoirs publics pour pouvoir fonctionner. Donc il faudrait que nous puissions arriver dans un court terme de trouver une côte mal taillée avec le pouvoir pour qu'un appui nous permette de, au moins en grande partie, pouvoir dégager des ressources qui nous permettent de fonctionner. Parce que sans les moyens, nous ne pourrons pas fonctionner. Et si nous ne fonctionnons pas bien, nous serons toujours à dos, sur notre dos, les opérateurs économiques qui auront l'impression que nous ne servons pas à grand-chose. Voilà un peu les deux axes sur lesquels nous allons nous appuyer, nous allons nous appesantir au cours de la prochaine mandature pour que nous soyons plus efficaces. Et pendant cette période de campagne, d'ici à là, comment est-ce que vous interpellez les électeurs? Vous irez faire le porte-à-porte? En quoi consiste la campagne? Well, we will be going to, with different sensitization missions out there. We'll be going out into the markets and some key places, visit the regions, and we expect also the regional delegations to reach out to the people. So we've been doing that, and in our area, in the southwest and northwest, not much has been done because of the security issues, but generally there's been a team out there, going out explaining and sensitizing, usually in the markets. But I think Don can add to that. Thank you, President. Nous allons très très prochainement, jeudi d'ailleurs, on a une réunion avec les groupements socio-professionnels. C'est-à-dire, nous avons affaire à des groupements ou, j'allais dire, des associations qui regroupent les professionnels vers qui nous allons passer des messages. Et ces messages, certainement, vont être répercutés à leur base. Ça fait que nous allons pouvoir faire circuler l'information qui nous intéresse par rapport à ces élections. Nous avons, pour ce qui est du gros, c'est-à-dire les marchés, les commerçants et tout ça, nous avons mis en place un système de communication à travers les mégaphones dans les voitures sonorisées qui vont vers elles pour leur expliquer, qui répondent à leurs questions, de telle manière à ce que nous puissions toucher le gros de nos opérateurs économiques. Voilà ce qu'il nous reste à faire pour les derniers jours, et nous allons nous y investir parce qu'il s'agit pour nous de faire en sorte que nous ayons le meilleur plébiscite possible pour pouvoir aller vers les pouvoirs publics et trouver les moyens de faire fonctionner la Chambre. Évidemment, dans le strict respect des mesures barrières, puisque c'est d'actualité. Effectivement. Yeah, absolutely. Alors, il y a quand même un domaine qui est un peu sensible en ce moment, les opérateurs des zones en insécurité, l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest. Est-ce qu'il y a un message particulier pour cela? Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques, sachant que leurs activités en ce moment sont en berne pour certains? Oui, c'est l'avantage de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce a a dans toutes les régions une implantation géographique qui fait en sorte que chaque délégation régionale a mis en place une stratégie adaptée au contexte, de manière à pouvoir toucher les opérateurs. Ce qui fait que nous ne sommes pas inquiets de ce côté-là.
parce que si dans un cas, c'est des problèmes de sécurité, des problèmes les troubles dont on signalait tout à l'heure, ailleurs c'est peut-être autre chose. Donc nous faisons confiance aux délégations régionales pour qu'elles bâtissent leur stratégie de communication en fonction du contexte. Et pour l'instant, les retours qui nous viennent du terrain sont relativement positifs. Et sur la coopération, vous voulez ajouter peut-être? Well, it's just in our own case, in terms of the northwest and southwest region, you must, I think it's quite been announced everywhere. There's a delegation led by the Minister for the Deputy Minister of the Secretary of State or Deputy Minister for Minister Paul Tasson, who's leading this delegation for reconstruction in the northwest and the southwest. Incidentally, he's been in the southwest province since Monday, meeting the business people and the community to see how reconstruction will take place as peace is getting in, to talk to the private sector and those. So there's going to be quite a lot of money injected in the northwest and the southwest in the area of reconstruction. And that, of course, we are hoping, a lot of emphasis will be on giving those businesses in the area the ability to take part in the reconstruction, so money circulates. And that might be, hopefully, a great opportunity for a lot of injection of fresh capital into the area in Petros. And we're hoping that a lot of our members would benefit from this reconstruction plan. And that it will be real, not just talk, but there's a delegation out there already. We're last week in the northwest, and this week they're in the southwest region talking on that. So the Chamber of Commerce obviously will play a critical role when it comes to actually roll out and to make sure that clearly the private sector does benefit from this activity. D'accord. Je rappelle donc que l'élection va se faire le 7 juillet. Entre 8h du matin et puis le scrutin sera clos à 18h de cette même journée. Je voudrais quand même, le Fonds Mokete en a parlé en quelques mots tout à l'heure. Si on jette un petit regard sur la coopération justement internationale des échanges, on sait que la Chambre est un peu comme un intermédiaire entre les acteurs étrangers et puis ses partenaires d'ici. On peut faire une évaluation de tout cela? Oui, on peut faire une évaluation. Elle est à la dimension du poids économique du Cameroun. Vous savez qu'au niveau de la Chambre, nous avons aujourd'hui une coopération internationale qui est assez diversifiée. Elle est non seulement au niveau de l'Afrique, vous avez entendu tout à l'heure parler des salons avec le Maroc, avec la Tunisie et tout ça. Nous avons également des salons qui sont organisés avec des opérateurs qui sont installés en Chine. Nous conduisons des délégations qui vont en Chine pour essayer de trouver les solutions à leurs problèmes, le problème des opérateurs. Nous avons effectivement l'Europe qui est notre traditionnel partenaire, avec qui nous avons déjà, à travers la conférence des chambres de commerce Afrique francophone, des rapports assez importants, avec des programmes qui existent. On a des programmes de campagnonnage. Bref, je peux dire que la coopération internationale, elle est à la mesure du poids économique que nous avons et est appelée à influer pour que nous puissions améliorer notre position sur l'échiquier mondial. Vous l'ajoutez? Well, as you know, on my other hat, I'm also the Honorary Consul of Turkey. Absolutely. So without talking about Turkey, it would be really, really odd. But I play that double hat, and of course, trade between Turkey, the Republic of Turkey, and the Republic of Cameroon. I mean, it's quite enhanced, and we have a lot of trade shows and movement of Turkish investors coming down here, and we frequently have missions. Going back to Turkey. I mean, a lot of it is suitcase trade, people wanting to buy and sell and so on. But more and more, there's a lot of interest in going into processing and small businesses, local production. So we're hoping that, there'll be more of that, actual production happening here and transfer of technology into Cameroon with the Turkish partners and so on. But as you know, Cameroon is broadening its base of trading partners. It doesn't want to be held hostage by one particular area. So you'd find the move out in recent years has gone to Brazil, South America, going everywhere. Israel, Vietnam, Thailand, it's going right across.
And the feeling is that, we should trade as wide as possible and really not just getting things imported into Cameroon, but let there be transfer of technology, let there be production here locally, especially more and more as foreign exchange is becoming a problem. We are basically putting our agenda local production and transformation to be the key. On va peut-être profiter des 3 minutes qui nous restent pour le mot de la fin à l'intention de tous ceux-là qui sont concernés, aussi bien organisateurs qu'électeurs. Vous direz, Frédéric Djohan? Au niveau de l'organisation, vous savez très bien, on n'en a peut-être pas parlé tout à l'heure, vous savez que ces élections sont chapeautées par des magistrats. Donc ça donne une garantie au niveau, j'allais dire, un scrutin transparent. Un scrutin transparent. Président de la Cour d'appel en assure la vice-présidence, sachant évidemment que la commission est composée de 10 membres. Tout à fait. Et est chargée évidemment du processus. Oui. Le président de la Cour d'appel, je l'ai dit, en est le vice-président, le secrétaire général de la Chambre en est le secrétaire, sachant que le ministre en personne est le président. Voilà. Tout à fait. Donc cette architecture étant arrêtée ainsi, l'adresse que je pourrais faire maintenant, c'est de demander aux opérateurs économiques de venir nombreux pour plébisciter cette liste-là et donner la force à cette liste pour qu'elle puisse continuer à nous représenter et qu'elle puisse continuer à implémenter, à dérouler son programme dont on en parlait tout à l'heure, mais surtout que cette équipe puisse aller vers les pouvoirs publics pour obtenir les moyens qui nous permettent de fonctionner au meilleur gré possible. Yeah, finally, just to tell everyone in the private sector that as long as you have a registered business, you pay your business license, you have what is called the patron, the business license, you are eligible to vote, you are a member of the Chamber of Commerce by exchange, because a portion of your business license actually goes to the Chamber of Commerce. Sure. So you are essentially, in a wider sense, a member. So come and vote and have a say as to who represents your private sector. Frédéric Djohan, président section prestations de services et président du bureau directeur du Centre d'arbitrage et de médiation de la CECIMA. Merci. Merci, monsieur le député. D'être venu nous présenter tout ce qui va se faire à l'intention évidemment de nos téléspectateurs. C'était un plaisir. Fon Moukete Fort et Koko, merci également. Je rappelle que vous êtes troisième vice-président de la Chambre de commerce. Vous venez également d'hériter du trône des Bafouda dans la région du Sud-Ouest. Félicitations pour cela et je rappelle également enfin que vous êtes consul honoraire de la République de Turquie au Cameroun. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour cela. On va prendre la transition et puis aller passer au deuxième thème de ce soir.
Mutuellement longue, vous l'aurez compris. Hein. On va passer au deuxième thème. Le panel est complètement changeant et changé. 4 autres invités pour cette deuxième question. On va parler, je l'ai dit, de la double nationalité. Le Cameroun va-t-il franchir le pas? Le contexte, vous le savez, un avant-projet de loi qui n'est certes pas encore arrivé sur la table des députés réunis en ce moment à l'Assemblée nationale à Yaoundé, mais qui fait énormément, beaucoup de bruit, simplement parce que ce serait une première depuis 1968. Vous le savez, le Code de nationalité datant du 11 juin 68 prévoit qu'un citoyen camerounais qui détient la nationalité d'un autre pays perd automatiquement sa nationalité originelle. Cette loi stipule que lorsque l'on perd donc la nationalité camerounaise, la réintégration doit être sanctionnée par un décret. Or, à travers le nouveau texte qui est dans l'avant-projet, dans l'article 81, il est dit que tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise sauf répudiation de celle-ci. Et le principe de la double nationalité est donc acquis dans ce projet-là. Cela dit, on va en parler tout de suite avec 4 panélistes. D'abord, Hervé Emmanuel Kong, bonsoir. Bonsoir, député. Membre très ancré du comité central du RDPC. Anissé Kane, bonsoir. Bonsoir. Président du Manidem. Banda Kani, bonsoir. Bonsoir, député Tongo. Président du nouveau mouvement populaire. Et puis Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir. Célestin Djamène du MRC. Mais avant, messieurs, je voudrais vous inviter à faire un petit commentaire. L'actualité nous rattrape, évidemment. Monsieur Ekoumou André Magnus est donc à compter de la date de signature du décret signé aujourd'hui même par le président de la République, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la République française. C'est l'actualité diplomatique de ce jour. Une ambassade qui a connu beaucoup également de mouvements ces dernières semaines entre l'ambassadeur qui vient d'être démis et celui qui arrive là. Peut-être je commence par vous, Banda Kani. Vous dites quoi? On sanctionne le sortant, ça se voit comme une sanction. On sait également que c'est une ambassade extrêmement stratégique, hein, peut-être la première en termes de stratégie, qui a connu beaucoup de problèmes dans cet environnement de manifestations des Camerounais à l'étranger, la diaspora, cette ambassade qui a connu des casses, des violations de son caractère diplomatique. Dans tout ce contexte-là, vous, comment est-ce que vous appréciez ce changement d'ambassadeur? Bon, il faut dire que n'eût été le contexte que vous avez convoqué, contexte qui parle par lui-même, à savoir que une représentation diplomatique aussi stratégique ait donné l'impression de faillir à ses missions. C'est-à-dire dans le sens où l'ambassade a été violemment attaquée, brûlée, et il y a eu des gestes à destin de notre oblige, je n'en ai pas revenir dessus, les armoiries de la République, la figure du président, je ne vais pas revenir dessus, et puis même le problème de l'accès des Camerounais à l'étranger au service consulaire. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'on ne voit pas, qui a nourri d'une certaine façon la colère d'une partie, je dis bien d'une partie de la diaspora. Le fait qu'on a eu l'impression que Paris était devenu le lieu où on organisait les attaques contre le Cameroun, où on organisait les attaques même contre la personne du président, où on organisait la déstabilisation du Cameroun. Donc tous, du moins à partir de l'agitation d'une certaine diaspora, dans tout ce contexte-là, je ne veux pas revenir même sur les questions de gestion même de l'argent public au niveau de l'ambassade. Tout ça a donné l'impression qu'il n'y avait plus du sens dans la gestion de notre ancien diplomatique à Paris. Ça donnait l'impression qu'on faisait tout là-bas sauf de la diplomatie. L'image du pays, à un moment donné, à ce niveau-là, a été sérieusement écornée, il ne faut pas le nier. Donc tout ça a justifie, n'est-ce pas, ce mouvement qui ne peut pas être interprété seulement comme un mouvement de routine, mais comme une volonté de régler ça.
de reprendre en main, n'est-ce pas, cette représentation diplomatique, de maîtriser comment on appelle ça, la diplomatie camerounaise à Paris, la maîtriser, même si ce n'est pas à ce niveau que ça se joue, mais du moins au niveau non seulement de la gestion, de l'accueil des Camerounais déjà, de la gestion, n'est-ce pas, de la présence du président. On a quand même vu des images qui ne sont pas acceptables. Le président, on a vu des choses qui ne sont pas acceptables. Bon, tout ça, ça ne donnait pas, c'était plus sérieux. Donc moi, on prend acte. On verra si le nouveau venu sera à la hauteur des enjeux. Célestin Djamène, vous y voyez également une sanction à l'égard de Alfred Nguini, qui, je le rappelle, n'a fait qu'un peu plus d'1 an. Il est arrivé en avril 2019. Il part aujourd'hui le 30 juin 2020. Quand on regarde un peu, tout au moins, la longévité ou la durée du séjour de ses prédécesseurs, les jeunes de Lambela dans un premier temps, et puis Mvondo Ayolo par la suite, vous dites, c'est une sanction? Bien, c'est vrai que la France a été le théâtre de plusieurs manifestations de Camerounais et de diaspora. Et je crois qu'il faut d'abord comprendre que les nominations d'ambassadeurs sont des nominations politiques, qu'on le veuille ou non. Donc, eu égard aux faits qui sont déroulés en France, je crois que les autorités gouvernementales camerounaises ont estimé que M. Nguini avait plus ou moins mal géré ou bien géré cette situation-là. En conséquence, quand on voit la durée qu'a passé M. Nguini à cette fonction, à ce poste-là, on peut légitimement estimer qu'effectivement il s'agit d'une sanction. Mais je voulais dire que c'est important de rappeler que la gestion, en ces temps très difficiles de la vie de l'histoire du Cameroun, la gestion d'une diaspora comme celle du Cameroun en France, qui est aujourd'hui évaluée à plus de 100 000 personnes, parce que quand j'y étais, entre 2006 et 2007, c'était déjà pratiquement à 40 000. Il a atteint 55 000 en 2016, et aujourd'hui, la diaspora camerounaise de France est estimée à plus de 100 000 personnes. Donc, en plus, elle s'est beaucoup conscientisée, elle a pris du champ politique, et ce n'est pas de gaieté de cœur que cette fonction peut être tenue par un ambassadeur, quel qu'il soit. Donc je considère que, bon, bien entendu, c'est une décision qui relève de la souveraineté de l'État du Cameroun, mais en revanche, je crois qu'on verra bien M. Okoumou, c'est ça, qui vient de le nommer, Ekamou. Voilà, on verra bien ce qu'il est capable de faire, n'est-ce pas? Bon, peut-être que maintenant que la diaspora camerounaise de France se désagrège un petit peu, parce que j'estime que c'est dommage. Nous avons besoin d'une diaspora qui soit active, pas destructive, active, et qui donne de l'exemple à ceux de l'intérieur qui auraient tendance un petit peu à se maintenir dans une espèce de laxisme ou d'apaisement mal placé. Donc, moi je considère que c'est une décision politique, ça l'a toujours été de toute façon, nomination diplomatique, ça je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus, mais je dois dire que le contexte particulier de la France, parce que la France est encore plus aiguë que l'Allemagne ou que l'Amérique du Nord, vous verrez bien que sur 15 manifestations, il y a eu au moins, j'allais dire, 5 ou 6 dans la seule France. Et dans le cas précis, beaucoup de personnes émanaient des pays environnants, c'est-à-dire que de la Belgique, de l'Allemagne, de Norvège, de la Suède et même d'Amérique du Nord. Dans la France, c'est quand même un point névralgique, n'est-ce pas, de la diplomatie, c'est connu. Hein. On sait bien que le Cameroun, malheureusement, demeure encore un précaré français. Nous sommes dans un régime encore néocolonial. Donc il est évident que le point névralgique de la politique, je crois que M. Ekalin ne me démentira pas de la même manière que Banakani. C'est de cet aspect-là que je vais l'interroger. Un point extrêmement important de l'activité diplomatique camerounaise, donc tout ambassadeur nommé à Paris doit extrêmement faire attention. Justement, Anissé Kane, Célestin Djamène nous arrache seulement la question. Moi, c'est ce volet-là que je voulais vous interroger. Sur les enjeux diplomatiques, j'ai relevé tout à l'heure que l'ambassade de France est certainement l'une, sinon la première ambassade stratégique pour ce poste de souveraineté pour le Cameroun. Donc, dire que changer d'ambassadeur de France, c'est un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte, aussi bien au Cameroun qu'en France. Vous, quel est l'enjeu de ce changement-là? Je pense que c'est une évidence que le rôle que la France joue auprès du Cameroun est particulier du fait que, bon, on est sous l'emprise néocoloniale.
la France, comme d'autres pays africains. Bon, moi je pense que c'est une sanction parce que, bon, c'était quand même un peu embêtant que, avec tout ce qu'une ambassade comporte ou a comme personnel, comme attaché de toutes sortes, qui n'ait pas pu anticiper ou gérer avec un peu plus de sérieux l'agitation fanatique de nos ressortissants à l'étranger. Je ne suis pas sûr qu'ils se soient particulièrement intéressés à la politique, ils se sont intéressés à l'agitation fanatique. Ce n'est pas la politique nécessairement. Bon, quand on regarde la personnalité en question, c'est une personnalité qui a la présidence depuis des dizaines d'années. Donc c'est une reprise en main, en fait, de la présidence de la gestion de la diaspora à l'étranger. Ce n'est pas quelqu'un qui est issu du ministère des Affaires étrangères. Il est à la présidence depuis pratiquement 20 à 25 ans. Ouais. Donc c'est une reprise en main de la situation des Camerounais ressortissants, des ressortissants camerounais en France. C'est en cela que je pense que c'est ça à regarder avec un peu plus de sérieux. Je voudrais dire que, en réalité, dans le contexte actuel, l'ambassadeur du Cameroun, avec une grande diaspora en France, a un rôle primordial, puisque quand on voit ce qui se passe dans les pays européens, de plus en plus, on va devoir gérer le retour de nos compatriotes ici. Donc, il faudra gérer leur départ, leur réinsertion ici, en collaboration avec les services appropriés. Donc, c'est un poste stratégique important. C'est non pas par hasard que celui qui va l'occuper vient directement de la présidence qui, en réalité, gère la diplomatie. Hervé Manuel, comme Alfred Guini, lui, venait d'Abidjan pour Paris. Bon, on ne peut pas encore présumer de son avenir. Pour l'instant, il est là. Mais quand on regarde ses prédécesseurs, le jeune Belan Bella est devenu ministre des Relations extérieures. On peut présumer d'une promotion après Paris. Samuel Vondoayolo est devenu directeur du cabinet civil. On peut présumer d'une promotion après Paris. Est-ce que Ekoumou André Magnos a le profil de l'emploi qui pourrait évidemment lui permettre soit d'avoir le destin des deux précités ou le destin de son prédécesseur? Il y a eu des destins beaucoup plus importants que cela. Ferdinand Oyono venait de Paris. Kouwa était à Paris. Donc nous avons eu des ambassadeurs. J'ai dit nous, c'est pas comme si j'étais encore là-bas. Non. Pour être ambassadeur du Cameroun à Paris, c'est d'abord une nomination discrétionnaire. Bien évidemment. Mais, objectivement, il faut remplir certaines conditions. Il faut un homme qui ait de la sérénité, de la retenue, et qui ne participe pas au buzz, à l'agitation. Les derniers événements touchant notre communauté en France ont fait donner l'impression que cette ambassade n'était pas tenue en main. D'abord, il y avait des querelles entre monsieur l'ambassadeur et ses collaborateurs, et puis une confusion de rôle qui ne pouvait plus. Donc, André Ekoumou Magnus est quelqu'un réputé de très sérieux, de retenu, très discret. Mais bon, je pense qu'il va falloir qu'il sorte aussi, parce qu'à Paris, quand on est ambassadeur, on doit voir tout le monde. On doit écouter tout le monde, on doit avoir les oreilles. Je voudrais relativiser quand même, parce que si politiquement la France continue, sur le plan symbolique, à être notre meilleur partenaire, commercialement, c'est il y a longtemps qu'il n'est plus. Il n'est plus notre premier partenaire. Mais c'est un centre d'agitation de plusieurs groupuscules politiques qui font qu'il faut être très attentif, parce que toutes les officines ont des ramifications là-bas, et même compris les comités de base, les organes de base de la violence de certains partis politiques se trouvent à Paris. Et quand il y a une manifestation à Paris, ce ne sont pas souvent les Camerounais résidents en France qui sont là. Ce sont tous les groupuscules, codes, compagnies, et ceux même que notre ami Célestin a participé à la création, qui se rencontrent à Paris. Donc, nommer un nouvel ambassadeur à Paris, je crois que c'est un acte de gouvernement qui est tout à fait normal,
mais il prend un sens hautement élevé parce que l'actualité de l'ambassade du Cameroun à Paris ces derniers temps, c'était les querelles entre l'ambassadeur, le précepteur, le truc. Et je pense qu'avec André et Koumou, on va faire cesser ce trouble à l'ordre public et on va revenir à la mission traditionnelle de notre ambassade. Et bon, donc, et je crois que c'est un avertissement. Toutes les enquêtes vont nous prouver quel a été le niveau de sécurité dans nos ambassades, que ce soit au Canada, en Afrique du Sud, à Berlin. Et s'il y a eu des défaillances dans la sécurité des ambassades, eh bien, chacun doit savoir que son chapeau peut partir, son képi peut le perdre. Donc, c'est un appel au-delà de la circulation des individus. C'est la fin du trouble à l'ordre public. Certains de nos diplomates se transforment. Je termine parce que je connais bien Koumou, mais je ne connais pas bien Alfred Ngiri. Mais je crois qu'un ambassadeur qui vient avec un citoyen d'un pays étranger et à Paris, c'était pas bien parti. Puisque l'assistant de monsieur l'ambassadeur était ivoirien. Merci. Donc, tout cela, c'était une ambiance qui ne faisait pas très sérieux. Et Merci. je souhaite plein succès à André pour qu'il mette de l'ordre là-bas. On aura évidemment le temps de revenir là-dessus, puisque c'est une zone qui intéresse beaucoup l'actualité. Et à l'occasion, on en parlera certainement. Transition et puis retour au thème qui nous réunit ce soir. Alors je l'ai dit, hein, il faut le préciser, la loi n'est pas encore sur la table des députés, mais elle fait évidemment l'objet de débats. Célestin Djamène, vous comptez parmi les acteurs qui à l'époque ont rencontré le président Biya et posé la question de la double nationalité. Est-ce qu'on peut faire un retour sur le contexte? D'abord, j'aimerais réagir très rapidement à ce qu'a dit Hervé tout à l'heure sur le Code. Effectivement, je suis l'un des cofondateurs du Code. Le Code a été créé à Louvain, en Belgique, une banlieue belge, en 2005. Et nous avions inscrit dans nos actions, non pas des assauts d'ambassade, nous avions des revendications extrêmement précises, concrètes. Vous voulez dire pour vous détacher des actions de la base? Non, je suis en train de faire un historique très succinct, n'est-ce pas, du Code. Pour essayer de recadrer un petit peu ce qui a été dit. Donc c'est pour rappeler que les actions auxquelles j'ai participé, des actions extrêmement simples, patriotiques, actives, certes, mais pas d'assaut d'ambassade. Il faut que les choses soient claires. Donc, même si le Code s'associe souvent aux manifestations qu'on voit à Paris, ça c'est le Code d'aujourd'hui. Je veux dire que moi, le Code que j'ai connu était un Code extrêmement, comment dirais-je, on va dire, constructif dans ses agissements. Vous le précisez pour vous désolidariser de tout ça? Non, je suis en train de faire un rappel historique. Et pourquoi tu n'assumes jamais ton passé? Non, mais j'assume complètement. Je suis des Codes, je suis confondant des Codes. Il a le droit de se désolidariser des actions de la base. Moi, ne me prêtez pas à vos pensées. Je suis en train de rappeler simplement par rapport à ce que Hervé a dit. Vous considérez, peut-être pour finir avant, vous considérez le Code comme l'ancêtre, le parent de la base? D'abord, avant le Code, il y a eu l'UDA. Que j'ai créé moi-même, dont j'étais le président, l'Union pour la diaspora active en 2004. Et après le Code, on a mis en place le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, qui a fait des actions extrêmement louables, qui a accueilli plusieurs Camerounais atteints de maladies un peu, on va dire, un peu difficiles, qui venaient en France et partout ailleurs, notamment en France d'ailleurs. Et ensuite, on a pris la résolution de mettre en place le Code, donc qui regroupait un peu tous les Camerounais de l'Europe, et qui a été mis en place, comme je l'ai dit, à Bruxelles, à côté de Bruxelles. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'à l'époque, il n'y avait pas ce type d'éclat. C'est conforme à l'évolution de la nature des choses, comprenez? On n'était pas une diaspora cybernétique. Aujourd'hui, on a affaire pratiquement à une diaspora 2.0, ce qui n'est pas mauvais en soi. Je veux dire qu'il y a la donne de la nouvelle technologie qui est arrivée, dont il y a des actions qui sont, par le truchement de ces médias-là, extrêmement marquants. Ça marque les esprits. Ils en sont conscients. Et c'est pour ça qu'ils agissent davantage, plus que nous à l'époque. Nous n'avions ni Internet, ni les Amazones, parce qu'aujourd'hui, vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui, au sein de la diaspora, la basse notamment, il y a ce qu'on appelle les Amazones. Donc les femmes ont apporté une touche assez spéciale au combat qu'ils sont en train de mener. Mais je voulais quand même rappeler que ces Camerounais qui luttent, ce sont les Camerounais qui aiment leur pays, qui se battent parce qu'ils souhaitent l'amélioration des conditions
de vie et d'existence dans nos pays d'origine. Il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Quand il y a une faute qui est commise, il faut déjà les décrypter, les personnaliser et les individualiser, mais il ne faut pas jeter, dire que ces mouvements qui ont participé à des assauts peut-être colériques, mais qui dans le fond participaient d'une espèce pas de détestation, mais de, comment dirais-je, de frustration par rapport à ce qui se passe. Sur l'historicité, justement. Je ne peux pas laisser passer. Alors, oui, vous reviendrez tout à l'heure. Alors, maintenant, votre question consiste un petit peu... à remonter un peu le fil. De la genèse. Voilà. Eh bien, comme je le disais, en 2001, il y a eu une organisation qui a été mise en place, notamment en France, parce que la France a été quand même l'un des pays pionniers de la diaspora, qui a... Je ne vais pas remonter jusqu'à l'UNEC, je parle de la période contemporaine. L'UNEC, on le sait, il y avait les Michel Ndo, il y avait les Obélène, les Kindi, certainement le président Anisset. Et donc, aujourd'hui, je parle de la période, on va dire, contemporaine. C'est-à-dire que nous avions quand même mis en place, en France, l'action citoyenne, AC, qui est un embryon de diaspora, on n'était même pas une vingtaine de personnes, et l'AC, à force de se trouver, entre guillemets, impuissante par rapport aux actions qui étaient à mener, a mis en place, n'est-ce pas, d'abord l'UDA, que j'ai créé, ensuite le Conseil des Camerounais à la diaspora, que j'ai présidé pendant 4 ans. Alors, les actions que nous menions, justement, pour en arriver là, c'était inscrit dans 2 socles très précis. La première revendication, le premier socle, c'était la revendication pour la reconnaissance de la double nationalité et ensuite le droit de vote des Camerounais à la diaspora. Nous avons accueilli de manière plus ou moins, comment dirais-je, convenable, M. Biya à Paris, au pavillon Dauphine, et nous lui avons dit en face, moi j'étais là, que la diaspora camerounaise veut que 2 droits leur soient accordés. Le premier, c'est le droit de vote des Camerounais à la diaspora, qui à l'époque faisait une population d'environ 6 millions de personnes, et contribuait sur le plan de transfert de fonds environ 100 milliards de francs CFA par an, et dont on ne pouvait être considéré comme des citoyens non pas entièrement à part, mais à part entière. Donc, au nom de cela, on a demandé au président Biya à l'époque, en 2009, je me souviens très bien, qu'il puisse accorder le droit citoyen de voter aux Camerounais de la diaspora. La deuxième revendication, c'était effectivement sur la reconnaissance de la double nationalité. Eu égard aux questions de nécessité auxquelles avaient à faire face certains Camerounais de France, on a estimé que ceux qui devenaient par naturalisation français ne le faisaient pas parce que par rejet ou par reniement de leur culture d'origine. Bien au contraire. Les Camerounais qui y résidaient, qui y résident encore toujours, et même au-delà de la France, sont des gens qui ont dans leurs racines, leur sang, leurs veines, leur culture, n'est-ce pas, le Cameroun. Ils portent le Cameroun. Alors, ce n'est pas au nom des questions professionnelles ou des questions économiques qu'on va les classer comme des Camerounais de seconde zone. Et c'est ce que nous disions à l'époque au président Paul Biya. Et effectivement, quand il est rentré pour l'élection présidentielle de 2011, il a accordé ce droit de vote, mais il a limité aux élections présidentielles. Parce que, je rappelle à ceux qui nous regardent que, pour l'instant, les Camerounais à la diaspora n'ont pas encore un droit de vote intégral. Et nous continuons, même ici au pays, je le dis, les Camerounais doivent avoir un droit de vote intégral, à savoir les élections locales, législatives et municipales, mais aussi, bien sûr, c'est déjà fait l'élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, nous réclamons, je le réclame à l'époque, le droit de la reconnaissance de la double nationalité pour les Camerounais de l'extérieur. Bandakani, évidemment, le débat, il date. Hein. Je veux dire que même d'avant la période des... On aurait bien avant ça. Voilà, donc je veux dire qu'il date même peut-être des années 60, cette reconnaissance des Camerounais. Mais quels sont les enjeux d'une telle reconnaissance? Peut-on penser qu'il y aurait des risques? Évidemment, si tout le monde parle des avantages, et qu'on observe que le Cameroun a traîné, du moins traîne, puisqu'on n'a pas encore changé de code de la nationalité, est-ce qu'il y a des risques fondamentaux à franchir le pas? Fondamentaux, pardon. L'enjeu n'a pas beaucoup changé, parce que l'enjeu central, à l'époque, qui était non dit, c'était de pourchasser les IPC et de les neutraliser. C'était l'enjeu. L'enjeu d'aujourd'hui n'a pas... L'enjeu d'aujourd'hui, il est question de s'adapter à l'évolution, n'est-ce pas, sociologique et même politique de la diaspora, mais en même temps en évitant que on nous place
des gens, on va mettre les gens dans une corbeille, on va les mettre président dans notre pays. Il y a eu des essais. On a vu le cas au Bénin où M. Zinzou, on l'a mis dans une corbeille depuis Paris pour vouloir le faire le président. On lui a fait Premier ministre, il manquait d'un peu, il devenait président. Ce qui est grave, c'est que dès que l'élection est finie, il est rentré en France. C'est ça qui est grave. Dès que l'élection est finie, il est rentré en France. Vous avez le cas de Fujimori au Pérou, il y a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, quand c'est mal géré ces choses-là, ça peut servir à détruire des pays, à les déstabiliser, ça peut servir à placer même des voyous à la tête des États. Pour faire carrément des coups de vol, n'est-ce pas, pour braquer les États, carrément. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu a toujours été politique. L'enjeu a toujours été politique. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas nier, il faut adapter la loi à l'évolution. Il y a des évolutions qui sont indéniables. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos Camerounais là-bas, beaucoup de notre diaspora est tiraillée, n'est-ce pas, entre le pays d'adoption et puis le pays d'origine. Tout ça, c'est compliqué. Et puis, il y a des situations un peu ubuesques. Hein. Nous saluons, on les adore. Mais on voit très bien dans quelles conditions ils se trouvent avec cette affaire de nationalité. On aime bien apprécier. C'est un exemple que je prends. Pour dire qu'il y a quand même des situations ubuesques qui font que il faut, pourquoi pas franchir le pas. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut encadrer ça. D'autres questions claires, il faut encadrer ça. Si, par exemple, si quelqu'un veut participer à des élections ici, on va accéder à des postes électifs, mais on doit choisir. On doit choisir. Si vous voulez être président, si vous voulez être parlementaire, vous voulez être même maire, il faut choisir. Vous ne pouvez pas être en même temps Camerounais, Français, bien Camerounais, Américain, et vous êtes maire ici, vous voulez être président de l'Assemblée nationale, vous voulez être député, vous voulez être président. Il faut encadrer ça strictement. De manière stricte, et là je dis, j'insiste, de façon stricte. Donc moi je pense, je suis convaincu, que quoi qu'on dise, il est très difficile de servir deux pays à la fois. Il est difficile d'aimer deux pays à la fois. Je sais que les gens, on peut être polygame. On nous explique ça. Que bon, on peut être polygame, aimer les 4 femmes, les 3 femmes de la même manière. Mais en politique, au niveau des nations, c'est très compliqué de servir deux pays à la fois. Pourquoi pas? Si à un moment donné, il y aura toujours des conflits d'intérêts puissants entre votre nationalité d'origine et celle d'adoption, vous faites comment? C'est clair, vous allez faire comment? Ce n'est pas seulement... Et c'est tous les jours qu'on voit ça. Hein. C'est tous les jours qu'on voit ça. Est-ce que c'est une question d'amour? C'est une question d'amour, avoir un passeport étranger. Pour terminer, Bandakani. C'est quoi une nationalité? Quelle est la fondation d'une nationalité? C'est l'amour, c'est un rapport d'amour à son pays. Ça s'appelle patriotisme. Ça se discute. Il n'y a pas de l'amour sans polygamie. Ça s'appelle patriotisme. Merci, c'est l'amour de son pays. Je termine. On a eu des cas ici. On a eu des compatriotes ici qui sont venus dans notre pays. Ils étaient Camerounais. Quand ils ont bénéficié des avantages liés à la nationalité camerounaise, ils ont fait plein d'argent ici, ils ont eu des promotions. Et puis quand ça a bardé, c'est le président français, pour le citer, qui est venu intervenir ici à leur faveur, en nous rappelant que c'était français. Et puis on a vu le président du Cameroun être mis devant un tribunal d'opinion, n'est-ce pas, devant le président Hollande ici, concernant une compatriote. C'est indicateur des risques qui sont liés à ça. Mais quand on a dit ça, hein, et comme j'ai dit, il faut franchir le pas. Avait l'opportunité d'abord d'un tel débat, mais surtout éventuellement d'une telle avancée dans la loi. Écoutez, je suis à la fois comblé, mais un peu interrogatif, parce que quand j'entends l'intervention d'un homme aussi talentueux que Bandakani, je suis rassuré, mais troublé aussi. Je suis troublé parce que si le président Bandakani ramène ce débat sur des faits anecdotiques tels que des détourneurs de fonds publics qui ont réussi à s'échapper sur la base des pressions plus ou moins diplomatiques, ça veut dire qu'on n'a pas encore abordé la question. D'ailleurs, excusez-moi, je me permets de vous dire, il n'y a pas la double nationalité, il y a la binationalité. Je connais des gens qui ont 3 nationalités, 4. Ça veut donc dire que le cœur de cette affaire, ce n'est pas sur les faits divers. Des gens qui s'en vont, qui réussissent à se faire soutenir, voire même par des gouvernements. Ce qui se passe, c'est que veut dire la diaspora? C'est un groupe humain national, en ce qui concerne le Cameroun, des Camerounais installés à l'étranger pour une longue période. Et là, il y en a qui ont même des petits-fils, des arrière-petits-fils. Je suis grand-père de plusieurs enfants qui ont la nationalité française. Je parle de quelque chose qui me concerne. Est-ce la tête d'un traître? C'est une réalité.
Il y a eu d'ailleurs... Je voudrais rappeler que vous avez d'ailleurs un précédent. Non, je suis dans l'histoire. Voilà. Bon, on va arriver. Voilà. Ce costume sur mesure que le régime de feu notre président Amadou Ahidjo avait mis en contre l'UPC, taillé pour des gens qui avaient des comportements de dissidence, d'Anissé Kane. Il faut arrêter. Ce n'est plus d'actualité, c'est l'ancien régime. Et à l'époque, on a cru qu'avec la main, on pouvait arrêter une tempête. Ben, ça a montré ses limites. Nous sommes dans un monde, et là, le président Badakani a raison, il faut qu'on s'adapte à ce monde, mais en prenant des dispositions pour l'encadrer. Parce que, par exemple, si vous étiez colonel dans une armée étrangère, il serait très difficile qu'on vous introduise comme général dans notre armée pour prendre des trucs. Je tiens d'ailleurs à dire, historiquement, les gens qui ont trahi leur nation n'avaient pas la binationalité. Les 2 agents du MI16 anglais qui sont allés mourir même à Moscou n'étaient pas des Russes. Et je peux multiplier des exemples. On trouve des Camerounais ici qui ne sont que Camerounais, c'est un vert ou jaune avec étoile, et qui sont des ennemis à la nation. Et on trouve des Camerounais qui, pour des raisons diverses, se trouvent à l'étranger, qui sont prêts à mourir pour le Cameroun. Donc pour amener le débat, député, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a eu tous ces faits-là, mais si on parle aussi des victimes de cette histoire, des gens qui ont été interdits d'aller sur les tombes de leurs parents, je peux faire la liste parce que n'ayant pas de filiation avec cette famille politique, sauf mon père, je peux donner la nationalité. Ouais, donc il y a une filiation. Oui, absolument. J'ai les gènes de l'UPC, je les assume. Henri Obenlem, très longtemps, était algérien. Ne voyageait qu'avec un passeport algérien. Moumien avait un passeport guinéen. Si certains peuvent être heureux que Mongo Betty, qui est pour moi le plus grand romancier camerounais du XXe siècle, il a été obligé d'avoir un passeport français pour ne pas être apatride. Je continue. Et il y a eu, ce sont des injustices qu'on ne peut pas continuer dans ce sens. Et je ne crois pas que Mongo Betty menaçait plus la sécurité nationale que les fonctionnaires qui ont détourné des milliards. Donc, pour revenir à ce qui est essentiel, c'est que le lien d'appartenance avec la communauté camerounaise est quelque chose qui est supérieur. Parce que, quant à l'article 81 que vous avez évoqué, elle ne fait qu'affirmer une vieille jurisprudence que tous les bons étudiants en droit connaissent, l'arrêt Nottebohm. Vous ne pouvez pas cesser d'être ce que vous êtes de fait. C'est-à-dire que Nottebohm était allemand, il a fui l'Allemagne pour aller en Asie, en Amérique latine, et il a revendiqué de ne pas être allemand. On a dit non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous restez allemand. C'est-à-dire qu'un morceau de bois jeté dans l'eau ne devient pas un poisson. Ça, c'est clair. Donc, je termine là-dessus en disant ceci. 5 millions à plus de 5 millions, 6 millions de Camerounais. Deuxième poste de recette de financement de notre économie, pardon, pour être vraiment matériel. Et puis, tous ces talents. Vous avez vu comment le nationaliste, le patriote Badakani était gêné quand il parlait des résultats sportifs. Vous ne jetez pas les Coupes d'Afrique des Nations qui ont été gagnées par une armée d'étrangers, c'était quoi, des mercenaires? Je ne comprends pas. Et donc je pense que cet avant-projet de loi devrait venir à l'Assemblée pour adapter, arrimer, d'abord faire cesser une injustice historique de l'exclusion, et arrimer le Cameroun à la modernité. Et je dis, dans un monde où vous avez 25 millions d'habitants, dont peut-être 3 millions de Biafrais et 1 million de Chinois, vous refusez les vôtres qui sont à l'étranger parce qu'ils vous dérangent politiquement, ça ne tient pas. Je termine là-dessus. Président Badakani, les 5 millions de Camerounais qui sont à l'étranger, leurs fils, leurs arrière-petits-fils sont des Camerounais. Et je suis heureux que le président Paul Biya arrive à réaliser cette promesse parce que c'était carrément du sectarisme politique qui n'apportait rien à notre sécurité et qui, en fait, nous mettait à la traîne. Et vous verrez qu'à la suite des différents articles que vous citez, il y a des articles maintenant qui sont très ouverts sur le monde. Un enfant né au Cameroun, dont le père est né au Cameroun, même s'il était chinois, avant sa majorité, il est présumé camerounais. Donc, nous sommes dans un monde... Merci. C'est déjà le cas dans la Seine-Noire. J'étais en train de rappeler effectivement que vous êtes entré dans l'histoire.
Parce qu'effectivement, le Conseil constitutionnel a rejeté votre candidature. Je ne fais pas comme l'ami de Célestin. Lors des élections législatives. Qui commande des décisions du Conseil constitutionnel. Pour double nationalité. Mais au Conseil constitutionnel, on ne m'a jamais prouvé. D'ailleurs, l'article dit que quand vous êtes Camerounais, et un des articles qui suit l'article 92, aucune autre instance en dehors du tribunal de grande instance, le président du tribunal de grande instance, le ministre des Affaires étrangères, ne peuvent revenir sur votre certificat de nationalité. On ne va pas refaire le procès. On ne va pas refaire ça. Ce sont des turpitudes qui nous permettent d'avancer. Alice Kane, quand je posais la question de l'opportunité à Evin, comme tout à l'heure, j'avais une idée, je m'interrogeais, n'est-ce pas un coup politique pour apaiser un peu cette diaspora, justement, dont on dit qu'elle est peut-être plus demanderesse qu'en termes de revendications, ou alors elle s'exprime plus en termes de revendications que ceux qui sont ici sur le territoire national. C'est une demande forte de cette diaspora-là. Est-ce que pour calmer le président Biya ne leur donne pas... Attention, excuse-moi, une seconde. La plupart des actes de vandalisme qui sont faits dans nos ambassades sont faits par des gens qui n'ont pas la nationalité française et voire même n'ont pas des cartes de séjour, des titres de séjour dans les pays dans lesquels ils vandalisent nos représentations. Vous comprenez? Donc on mélange un peu beaucoup de choses et je n'ai pas voulu revenir dans ce que Célestin disait. Ce n'est pas parce que vous avez traversé la Méditerranée à pied que vous êtes membre de la diaspora. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. La nationalité, c'est quelque chose de formel. Je veux dire, au niveau du papier, de la décision, c'est formel. Il faut poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit accepter la double nationalité? Quel est l'intérêt du pays? C'est ça, en réalité. Quel est l'intérêt de notre pays à ne pas sectariser les Camerounais? Parce que le problème de la double nationalité fondamental... La BI, il y a des gens qui ont trois. Oui. Je veux dire que le problème de cette double nationalité ne se pose pas. En réalité, le problème n'est pas pour ceux qui ne sont pas Camerounais et qui veulent acquérir la nationalité camerounaise. Il se pose par rapport à ceux qui sont Camerounais, mais qui ont une autre nationalité, qui est une situation formelle. Notre point de vue, c'est que tous les Camerounais doivent avoir la possibilité d'avoir la nationalité formelle de leur pays. C'est ça la position. Parce que tous les Camerounais peuvent rendre service, peuvent rendre service à notre pays. Donc donnons-leur la possibilité, par cette ouverture, de rendre service au pays. Mais il y a des Camerounais qui peuvent ne pas rendre service au pays, perturber même le pays. C'est pour cela, comme a dit Mbanda, qu'il faut encadrer ce côté formel, parce qu'il s'agit du côté formel de la nationalité. Parce que quand on revient en arrière, Hervé l'a rappelé, c'était pour empêcher que les UPCistes ne puissent se mouvoir dans le monde entier. C'est pour ça qu'ils ont adopté diverses nationalités. Il n'y a pas que les Ngobetia, les Massaga, les Moukoko et consorts. Makit. Bon, moi, je n'ai pas prise parce que ce n'était pas indispensable. Je voudrais dire que la situation actuelle de notre pays, qui n'est pas un grand pays, nécessite quand même que cette double ou triple nationalité soit encadrée. Les espions, disons ça comme ça, ou ceux qui nuisent au pays ne sont pas nécessairement des gens de la nationalité du pays. Donc ce n'est pas là le problème. Le problème est que, est-ce que le pays peut se permettre, dans l'état actuel où il se trouve, d'être complètement ouvert à ce problème de la double nationalité? Dans le contexte actuel, ce serait difficile de ne pas mettre des garde-fous. Il faut absolument des garde-fous. Donc, par exemple, les restrictions qui soient liées aux capacités d'être éligible ou pas. On ne peut pas être Camerounais, de fait, donc avoir la nationalité camerounaise, avoir la nationalité américaine et se présenter pour être président de la République du Cameroun. Tout à fait. Ça poserait quand même des problèmes. Il faut donc peut-être envisager une situation où
il faut un reniement de l'autre nationalité avant d'être éligible. Je n'ai pas le projet de loi. Il doit avoir ces dispositions. Et bien avant, c'est-à-dire que tu ne vas pas renier ta nationalité la veille du scrutin pour que, battu le lendemain matin, tu recommences les démarches pour reprendre. Mais Anissé, oui. L'éligibilité, c'est dans le code électoral. Oui. Là, nous sommes dans le code de la famille et des personnes. Oui, mais c'est lié au code de la nationalité. Non. Ce sera lié lorsque vous présentez à une élection aux États-Unis d'Amérique. Si vous n'êtes pas né sur le territoire américain, oui. Kissinger, qui est devenu américain de par naturalisation, ne pouvait pas être président. Non, je voulais dire que la loi sur le code de la nationalité doit tenir compte de ces aspects-là. Lorsqu'on va mettre des restrictions, ce ne sera pas présent dans cette loi, mais doit tenir compte, je veux dire, des conséquences que cela engendre pour la vie du pays. Voilà. Célestin Djalani. Moi, je ne comprends pas très bien ce débat. Je ne comprends pas ce qui se cache derrière le mot « encadré ». Parce que, en vérité, les choses sont simples. Des lois sont faites pour encadrer la vie. Écoute-moi ce que je suis en train de vouloir dire, Président Anissé. C'est que les Camerounais de la diaspora, ceux qui sont partis du Cameroun, qui, pour des raisons, je le répète, de nécessité économique, si ce n'est professionnelle, ont été emmenés, pas par amour, ont été amenés à souscrire à une autre nationalité. Ces Camerounais-là, je pense à Richard Bona, je pense à Dédé Yango, je pense à plein d'autres, ont parfaitement le droit... C'est pas les meilleurs exemples. Non, on peut en citer d'autres. Oui. C'est pour dire, on peut en citer d'autres. Il vaut mieux citer de bons exemples. Des problèmes personnels avec Dédé Yango peut-être, avec Richard Bona, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça ne peut pas rentrer dans le débat objectif. Je suis en train de dire que personne ne viendra me convaincre que M. Dédé Yango n'est pas du Mungo. Personne ne viendra me convaincre que si il est avéré que Hervé est français, que ce n'est pas mon Hervé de Babimbi, de la Sénégal-Maritime. Personne. Personne ne viendra me convaincre que Richard Bona n'est pas un enfant Sawa, donc du Cameroun. Je dis bien personne. Les questions de papier, et je crois que Anissa utilisait un mot formel, les gens sont amenés, c'est pas d'un coup qu'ils arrivent en France, à Paris, à Londres ou aux États-Unis et demandent rapidement les papiers. Ils sont amenés de par leur carrière parfois professionnelle assez importante. Tout à l'heure, à citer les footballeurs, Banda aussi. Donc c'est le côté de l'opportunisme, mais opportunisme dans un sens positif. C'est-à-dire que les gens n'ont en rien renoncé à leur camerounité. C'est ça que... Parce que dans un texte de loi, il y a l'aspect matériel, l'aspect immatériel, l'aspect moral. Quand on confectionne une loi, on doit tenir compte du fait qu'il y a le socle philosophique. Et pour moi, le socle philosophique, c'est que toutes ces personnes-là n'ont pas choisi d'être américains, français, britanniques ou autres. Ils ont été entraînés par la force des choses à le devenir. Donc pour moi, tous ces gens-là, ils sont camerounais. Mais je voulais apporter une précision. Quant à ce qui concerne la binationalité, la double nationalité et la multinationalité. C'est trois choses différentes. Parce que quand on est binational, en général, je prends le cas de Yannick Noah. Il est né de deux parents, dont l'un est étranger. Donc il n'a pas fait une demande de devenir français. Par nature, je l'ai dit presque par nature, il est à la fois français et camerounais. Je prendrai le cas de mon ami Joshua aussi, dont la mère est suisse. Il n'a pas choisi d'être suisse. Il est de part l'un de ses parents suisse, mais il est surtout camerounais. Donc on ne peut pas lui imposer une loi désuète et caduque. Banda l'a rappelé à l'époque, c'était pour pourchasser les dissidents, les UPCistes, qui étaient soit au Caire, à Khartoum, etc., en Égypte, en France, etc. Parce qu'ils voulaient se protéger. Non, attendez. À l'époque, la philosophie de la loi, l'exposé des motifs, enfin, on le sous-entendait en tout cas, c'est que ces gens-là, ces UPCistes, étaient nuisibles. Et maintenant, à la fin de leurs études, non, le MRC n'a rien à voir là-dedans. Je parle sous le contrôle d'Anissa Ekane, qui connaît bien l'UNEC. Il y avait des Camerounais à l'époque en France qui, à la fin de leurs études, on leur distribuait quasiment des nationalités françaises, comme des petits pains.
Alors, pour se prémunir, n'est-ce pas, de la répression, on va dire, franco-aïdioïste, si j'ose utiliser ce mot-là, ben, il fallait bien qu'ils acceptent ces nationalités-là. On a le cas de Hoc-Belin, le cas de Michendo, de plusieurs autres. Mongo-Betty aussi, le temps de vie qu'il a eu. Donc, c'était ça à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'être, de maintenir cette loi-là. Les doubles nationaux, voire les multinationaux, sont camerounais pour moi. Merci. Mais personne n'est contre. Non, beaucoup sont contre. Ou alors on est en train de biaiser. D'un encadrement de la... Mais l'encadrement, c'est quoi? Il demande deux choses simples. Premièrement, il demandait le droit de vote. Ils l'ont acquis, mais partiellement. Et ensuite, ils demandent aujourd'hui, tout à fait raison, en tout cas nous on le demande à l'époque, parce que quand on voit la base, leur point cible, c'était pas tellement la reconnaissance de la double nationalité. C'était autre chose. Mais nous, le code, le CCD et autres UDA, nous demandions la reconnaissance de la double nationalité. Parce que ces enfants-là, qui parfois ont acquis des expériences dont le Cameroun aurait peut-être besoin, et qui sont intimement camerounais dans le tréfonds, méritent d'être reconnus dans leur double nationalité. Banakani. Bon, moi, je suis un peu... C'est moi qui... Je dois dire à mon ami Célestin que je suis surpris de sa démarche, parce que ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Vous dites que l'enjeu est politique, et après, quand on aborde le fond de l'enjeu politique, vous dites non, il ne faut pas encadrer. Il ne faut pas... J'ai dit que je ne sais pas ce qui se cache derrière le mot. Sais. Non. Si il faut bien m'écouter. J'ai dit, Banda, que je ne sais pas ce qui se cache derrière le mot encadré. Tu sais, parce que sinon tu n'allais pas citer tout ce que tu as fait avec le code. Non. Tout ce que tu as fait avec le code, avec les diverses associations que tu as créées en France, c'était pourquoi? Non, ce n'était pas pour ton insertion économique, ce n'était pas pour venir enterrer un des parents que tu as perdu ici. C'était des actions politiques. Ce n'est pas le même débat. Est-ce que je peux parler? Célestin, s'il vous plaît. C'est toi qui as cité ici ce que tu fais à Paris. Il y a des choses que tu as faites qui sont honorables. Mais quand tu portes plainte au président du Cameroun à Paris, c'est quoi? C'est un enjeu politique. Il faut assumer. Je ne juge pas, ce n'est pas un jugement de valeur que je fais. J'analyse tes actes. Donc, on ne peut pas en même temps dire que l'enjeu est politique, tout le monde sont d'accord, et après, on évacue ça. Quand il s'agit d'encadrer, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Et tu veux qu'on muselle la diaspora? Je dis dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Y compris ce que vous appelez pays démocratique. Voilà. Donneur de leçons, c'est comme ça. Donc je ne sais pas ce que vous voulez inventer. Je voulais aussi rappeler que quand on parle de la question de la nationalité, c'est dans l'ancienne loi. Et on dit de faire allégeance à son pays. C'est écrit, allégeance. Le mot allégeance, ce n'est pas la blague. C'est-à-dire que la nationalité suppose qu'il y ait un rapport spécial, particulier à son pays d'origine, comparativement au pays d'adoption. Il faut le dire. Que vous ayez, que ce soit la bille, la triple, tout ce que vous voulez, à partir du moment où tu as une nationalité d'origine, la nationalité demande que tu dois faire allégeance en ton pays, ce qui est dans la loi. Allégeance. Ça veut dire que tu ne dois pas nuire aux intérêts de ton pays. Donc l'enjeu a toujours été politique, il faut rappeler ça, toujours été politique. Et moi je prends des exemples. Tout à l'heure mon aîné avait dit, je parlais de faits divers. Non, peut-être... Non, pas toi spécialement. C'est le débat que j'entends. Non, c'est pas toi. Le débat que j'entends. Oh, d'accord. Bon, ok, d'accord. Mais je voudrais dire que je reviens dessus. C'est-à-dire que on n'est pas dans un monde beau, on est dans un monde violent, dangereux, où les pays puissants écrasent les pays faibles, instrumentalisent les populations qui, à diaspora, à des dessins qui ne sont pas toujours profitables à leur pays d'origine. Qui peut nier ça? Qui peut nier ça? Qui peut nier que des gens s'organisent, des puissances ont intérêt à organiser les diasporas pour influer l'avenir des nations d'origine? Qui peut nier ça? C'est flagrant. Mais c'est un problème. C'est un problème que la question de la nationalité doit aborder. On ne peut pas faire comme ça, on ne le voit pas. Sinon, la nationalité ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'on appartient tous à un monde imaginaire. Et ça ne sert à rien de dire que moi je viens du Cameroun. Ça sert à rien, oui. Mais évidemment, bon, Hervé aime beaucoup ça. Mais je pense, même s'il aime ça, il est assez prudent, même si je connais ses positions, même s'il aime ça, mais il sait quand même qu'il y a des dangers. Moi je donne des faits. Vous avez des Camerounais ici, dans ce pays, très engagés dans la politique à un niveau très élevé, qui travaillent pour les services secrets américains. Ce sont des traîtres à la nation. Non, je ne veux pas franchir ton pas, je dis simplement... Non, il faut non assumer, il faut franchir le pas et dire que tu l'as déjà dit. Je donne le cas, pour dire que je ne suis même pas dans les faits divers, je donne des précisions précis.
peut-être Hervé connaît de qui je parle, c'est-à-dire qu'ils sont là. Et ce monsieur mène des actions, il mène des actions qui influencent le destin de ce pays. Ils ont des ambitions présidentielles claires. Moi, je ne ferai pas la publicité gratuite à cet individu qui est connu. Il travaille pour le service secret d'un pays, d'une puissance. Et vous voulez qu'un pays comme le Cameroun, si vous avez des citoyens comme ça, vous n'encadrez pas les dispositions sur la sécurité de votre pays, surtout en ce qui concerne les Pour définir ce mot d'encadrement, je comprends. Mais on l'a dit, on a été clair, on l'a dit. C'est évident qu'il y a un code dans tous les pays. J'ai dit, tu as lu l'ancienne loi? La diaspora, c'est liberté. Est-ce que tu as lu l'ancienne loi? J'ai lu l'ancienne loi. Non, je n'ai pas fini. L'ancienne loi, je te parlais de la Je pense qu'il loi. faut trancher le débat. Quand on dit un code, le code c'est un encadrement. Mais tous les lois sont encadrement. Quand vous faites le lien avec les actions de la diaspora, oui, parce que ça me pose un problème. Non. Parce qu'ils exercent leur liberté telle que définie dans leur pays d'adoption. Je prends un fait. Ça n'a rien à voir avec le code de la nationalité. Chaque pays est souverain et libre, c'est vrai. Mais si c'est le lien à faire avec les pays, avec les résidents dans les pays d'adoption, moi je dis non, je ne suis pas d'accord. L'enjeu est clair. Et j'ai pris ton cas précis pour montrer que l'enjeu est clair. Lorsque l'ambassadeur de France a eu une interview récemment à la télévision nationale du Cameroun, on l'interpelle sur les mouvements de la base. Monsieur Ibrahim Chérif lui demande, mais c'est une association légale en France? Il dit oui, elle est légalisée. C'est ce que ça veut dire? Parce que vous avez une association qui est légalisée dans votre pays. Vous devez la contrôler. Surtout quand il est question de relations avec notre pays. Vous devez la contrôler. Donc vous ne pouvez pas dire qu'une association est légale chez vous et elle fait ce qu'elle veut. Vous ne prenez aucune mesure. Vous dites que non, elle est seulement légale. Merci. Chez vous. Et même quand on va loin, on se rend compte que dans un certain niveau de votre discours, vous semblez faire comme si les actions que ces actions posaient vous arrangeaient. Vous n'allez pas dire au pays, mais si l'origine de France répond aux conditions prescrites par les autorités françaises pour être légalisées. Hervé Emmanuel Kom. Oui. Il répondait à la question du journaliste camerounais. Hervé. Voilà des faits. Non, moi, je pense que nous sommes en train d'aller là vers un débat où nous n'avons pas de point de vue opposé. Toutes les lois ont des textes d'application. Et de la même manière, on sécurise l'état civil. La nationalité est un aspect de l'état civil. Il n'y a pas, dans un monde aussi mouvant, violent, il n'y a pas un état civil qui soit ouvert comme ça. Donc, ce que là où je me sens plus proche, la position des Célestins, c'est que vous ne pouvez pas mettre une condition à des gens qui sont ce qu'ils sont ou qui deviennent ce qu'ils sont. Donc, je pense donc oui à l'encadrement, mais elle doit être postérieure. Absolument. Absolument. Quand les gens sont allés... Même antérieur. Les gens ont acquis une deuxième nationalité. Oui. Non, mais je peux en parler. Allez-y. Je suis en train d'expliquer. Je l'appelle simplement ça. C'est que dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont d'autres nationalités. Oui, tout à fait. Et la mienne aussi. Je n'ai pas remarqué qu'ils sont des traîtres en puissance. Absolument. J'ai des petits-enfants, des fils, des filles, qui font comme tous les Israéliens, à 22 heures avant de se coucher, disent l'an prochain à Yaoundé. Donc, ou à Douala, de quoi est-il question? La reconnaissance de la binationalité, c'est une adaptation à l'évolution du monde, c'est un plus. C'est une valeur ajoutée. Ça, je ne l'ai pas dit. Si on est d'accord là-dessus, qu'il y ait maintenant des gens, et en plein Douala, il y a des gens qui sont tous les jours dans des comportements antinationaux, des gens qui sont prêts à trahir notre pays et qui n'ont pas une autre nationalité. Tout à fait. Donc, là où je suis d'accord avec vous, par contre, où je m'éloigne de la position de Célestin, c'est que... Attends, une minute. Oui, je t'en prie. Les gens qui sont à Douala, merci cher René, les gens qui sont à Douala, souvent, mais ils n'ont pas l'appui d'une puissance étrangère. Ah, ça c'est un autre débat. Non, c'est pas un débat. Non, je vous donner un exemple. Il y a un moment, ici, on a failli mettre en place une loi ici qui voulait qu'on ait au moins un séjour d'1 an ou 5 ans avant d'être candidat. Elle a été biaisée par les mêmes. Et donc, c'était avec la veille même des nationalités étrangères, nigérianes et tout ça. Vous suivez mon regard. Donc, il ne faut pas tailler des costumes sur mesure à des gens qui ne vous plaisent pas. Moi, je prends mon cas. Lorsqu'on me dit que je ne peux pas être député, je prends la photo de famille de l'Assemblée nationale. Laissez-moi lire. Je sais que tu m'as soutenu. On n'est pas là. Donc, pas que de l'Assemblée nationale. On peut monter au gouvernement, d'ailleurs. Donc, le vrai débat est celui-ci. Je crois que le gouvernement, si cet avant-projet arrivé à l'Assemblée fait quelque chose de positif, on commence bien ce siècle, il faut rendre le sentiment d'appartenance à ces 6 millions de Camerounais qui, parfois, s'interrogent s'ils ne sont pas exclus. Deuxièmement, c'est un enrichissement.
Mais maintenant, Célestin, tu ne peux pas nous interdire de penser qu'on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. C'est-à-dire que dans des domaines sensibles tels que la sécurité, les élections, il faut encadrer. Les États-Unis d'Amérique, qui sont pour certains le pays le plus libéral au monde, tu ne peux pas être président des États-Unis si tu n'es pas né aux États-Unis. Non, tu m'as mal compris, Hervé. Non. Bien entendu, il faut aménager la loi. Non, mais tu as dit la loi actuelle. Tu as dit que tu es la loi actuelle. Parce qu'on parle d'avant-projet de loi. Le code. La loi actuelle dit que même ceux qui se naturalisent camerounais ne peuvent pas être éligibles avant 10 ans. Avant l'expiration d'une dizaine d'années, à compter de leur naturalisation. Donc il y a des précautions. Je ne suis pas contre ça. Par exemple, tu l'as cité, le cas de Schwarzenegger, le cas de Kissinger. Mais c'est pareil pour Schwarzenegger aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un pays libéral, peut aménager effectivement la loi. Je ne suis pas contre ça. Mais je dis que ceux-là qui légalisent leur association dans ce pays d'adoption, ils ont rempli les conditions prescrites par ces pays-là. Ils ont le droit de s'exprimer. C'est ce que fait la BAS. Je dis que je ne soutiens pas spécialement. Mais je dis que même à notre époque, au Code et au CCD, nous menions librement. Pas du tout. Nous menions librement nos actions dans le strict respect de la législation française. Je peux dire une minute. Je termine. Oui. Je peux vous faire une affirmation que vous pouvez vérifier. La plupart des gens qui posent des actes de vandalisme ne sont pas binationaux. Ce sont des gens qui n'ont même pas les papiers dans le pays où ils vivent. Il faut arrêter de faire croire que c'est parce qu'ils ont une autre nationalité qu'ils sont protégés. Il y a simplement des pays qui laissent des comportements. Mais d'ailleurs, le meneur de cette affaire vous a dit qu'il a traversé, il est venu à la nage et que jusqu'à présent, il n'est pas régularisé. Donc, regardez un pays comme Israël. Mais il peut quasi-totalité. interpeller le président français devant le monde entier. S'il te plaît, la quasi-totalité des citoyens israéliens ont une autre nationalité. Oui. Ils sont américains, russes, français, yéménites et tout. Ils ont une autre nationalité. Donc, le fait qu'il y ait la binationalité dans un pays, ce n'est pas une menace à la sécurité nationale. Dernière prise de parole Israël est confronté à cette question. Dernière prise de parole pour chacun. Oui, alors, N'Djamena se braque sur la première génération, ceux qui sont partis du pays. Ce qui est plus important... Qui étaient des héros, hein, des martyrs. Hein. Oui, ou les autres qui sont allés pour des raisons économiques. Mais cette loi doit plutôt gérer toute la troisième génération. C'est tous nos enfants qui sont nés à l'étranger et qui ont d'abord la nationalité du lieu où ils sont nés. Ça ne pose aucun problème à ça. Voilà, c'est ça l'avenir du pays. Puisque il y a des millions de Camerounais à l'étranger, tu multiplies par 4 ou 5 d'enfants dans 5 ou 6 ans, c'est 24 millions de Camerounais qui seront à l'étranger. Il faut les gérer parce qu'à priori, ils ont formellement la nationalité du pays étranger. Il faut gérer le fait qu'ils retrouvent leur vraie nationalité. Le sentiment national de leur vraie nationalité. De leur vraie nationalité. C'est ça qui... Vous avez connu le joueur nigérian Martins. Oui. Il est de Bakassi. Tout à fait. Et il joue régulièrement contre nous. Et il montrait beaucoup de hargne à nous marquer les buts. Moi, je voulais dire que... Tout terminé, hein. Ce sera la dernière. C'est une bonne chose qu'on ait décrispé le problème du code de la nationalité. C'est bien. Et j'ai le sentiment que quand elle va arriver à l'Assemblée, les débats vont approfondir cette loi. C'est évident, puisque c'était un élément clé de... Ça va être transcourant. Oui. Parce que la ligne de fracture n'est pas entre les partis. C'est pas entre les partis. Je pense que c'est entre les libéraux, les modernistes et les conservateurs. Ce que je veux dire, c'est que mais il ne faut pas perdre... quand on va discuter de ce code de la nationalité, ce que Mana a dit, savoir que ce monde-ci est un monde d'influence, d'intérêt très dangereux. Et que autant les grands pays peuvent se permettre de lâcher du lest beaucoup plus que nous, autant nos pays ont intérêt à regarder un peu plus minutieusement l'avenir avec de la nationalité. Célestin N'Djamena, dernière prise de parole. Vous savez, moi j'ai des nièces qui sont françaises. Ma nièce est championne du monde d'Europe de judo, et vice-championne du monde. Donc je sais quand même de quoi je parle. Comprenez. Audrey, il ne faut pas
la citer. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Non, je suis en train de dire que elle a des parents camerounais, 100% camerounais. Ouais. Elle est venue ici à plusieurs reprises au Cameroun. Elle veut connaître sa culture. Elle ne veut pas renier même un grain, un iota de sa culture. Tout à l'heure, toi-même, tu as dit qu'il y avait des Camerounais ici qui travaillaient pour la CIA. Hervé a rajouté en disant qu'on peut être ici et nuire à son pays. Bien sûr. Ça veut donc dire que c'est pas une question d'allégeance. Ça veut dire que, tout simplement, ces enfants de la 3e génération, comme le dit le président Nissé Kane, sont aussi viscéralement attachés à ce que représentent à leurs yeux leurs parents. Donc pour moi, je dis que je ne suis pas contre les aménagements, bien entendu, parce que chaque pays est souverain d'aménager comme il entend le code de la nationalité. Merci Célestin. Ce débat aura lieu bien sûr à l'Assemblée nationale. J'espère que pour une fois les députés camerounais seront à la hauteur, n'est-ce pas, pour débattre réellement, parce qu'il n'y a pas de débat quasiment dans nos assemblées. C'est une réalité à rêver, tu ne vas pas le contredire. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, je suis pour l'aménagement. Mais ces aménagements n'auront absolument aucune influence sur les activités menées par la diaspora là-bas, qui sont d'ailleurs parfaitement immatriculées dans les canons de la loi de ces pays d'adoption. Je finis en disant que... Mais pourquoi tu dis ça là? Non, non, c'est une réalité. À la base. Non, non, c'est pas une question de base. Je suis en train de... La base n'ont pas de papier. Peu importe, ce sont des Camerounais. Je dis que la condition de Camerounais n'est pas liée au fait que j'ai les papiers ou pas. Merci, merci. Vous comprenez? C'est que je suis Camerounais, le sang Camerounais coule dans mes veines. Merci. C'est ce qui doit importer. Badakani. Non, finalement, il s'est dévoilé. Il voulait nous entourlouper, il défend la base. Non, non, je veux préciser. Non, je n'ai pas défendu. dénonce-la. Je n'ai pas défendu. Le débat n'est pas défendu. là. Non. Je n'ai pas défendu. Je parle de la diaspora. Merci. Il se trouve que la base fait partie de la diaspora. Badakani. Je n'ai pas pris position pour la base. Badakani, allez-y. Je dis simplement que personne ne pourra les empêcher, comme nous à l'époque d'ailleurs, je veux dire- d'exercer leur liberté Merci, dans leur pays Célestin. d'adoption. Je répète C'est pas que je suis pour la base. aucun Camerounais, Tu me prêtes tes Merci, pensées. Célestin. aucun Camerounais n'a un problème avec nos frères qui sont partis là-bas, qui pour des raisons que tu as tout à l'heure convoquées, qui se sont trouvés dans des situations et qui doivent gérer, n'est-ce pas, une bi-appartenance ou tout ce que vous voulez par rapport à leur pays. Ça ne dérange aucun Camerounais de façon fondamentale. Je répète, je dis, la résonance que prend le débat est liée à l'enjeu politique. Tout le monde le sait, il ne faut pas faire comme ça. Là, c'est ça. Si vous êtes d'accord avec ça, pourquoi on discute? Tout le monde dit qu'il faut encadrer, non? Merci. Oh, d'accord. Non, je veux dire deux choses rapidement. La dernière. Et tout à l'heure, quand on évoquait le cas juif, ce n'est pas le cas On n'a juif plus le est temps. très spécifique. Voilà, Oui, non, je vais Hervé doit encore C'est dire spécifique parce que justement, la chance des juifs, c'est d'avoir un très puissant sentiment d'appartenance. Même avant la question de C'est un l'Holocauste. sentiment religieux. Bon, c'est vraiment la base de cette nation-là. Voilà. C'est pas la même chose. Donc, c'est clair. Ce sentiment Oui, oui. d'appartenance. Deuxièmement, là, il y a une confusion qui va s'installer à cause de l'occidentalisation des mentalités. Merci Banda, je vous en prie. J'ai fini, pardon, 2 minutes. D'accord. Je sais quand même qu'un pays, une nation, une nationalité, il y a aussi au fait de partager des épreuves historiques. Merci. Tu sais qu'on sort. Hervé. Je ne sais pas comment on peut partager les mêmes épreuves historiques en appartenant à 5 pays différents. Merci. Hervé, Alors, un mais mot. moi, c'est là que Banda est en train de terminer sur vraiment un grand désaccord avec moi. Pour moi, Quincy Jones est Camerounais. Oprah Winfrey est Camerounaise. Voilà. Merci. Le fils de Yannick Noah Joachim est Camerounais. voilà. Maintenant, c'est dans le sommes dans la comportement que troisième chacun génération, là. va s'exclure ou pas. Voilà. Je raconte pas souvent ma vie. Vous terminez. J'ai un fils qui est un très grand musicien en Amérique, mais qui utilise un nom d'artiste. Un de mes fils. Eh bien, j'étais émerveillé sur YouTube en voyant ce monsieur dire « Oh, on le prenait pour un Caribéen. » Il dit « Non, je suis Camerounais. Merci. Je suis Camerounais. » Donc, il faut qu'on ait Quincy une loi. Jones. Il faut qu'on ait une Quincy loi. Jones, on a les mêmes épreuves Il faut historiques. qu'on ait une loi. Non, qui a- on n'est pas en désaccord. Il faut une loi. Oui, d'accord. On a une Quincy loi. Jones, même épreuve historique. Il faut qu'on ait une loi qui soit inclusive plutôt qu'une loi qui exclut. Il faut que ça cesse. Et certains gens ont instrumentalisé cette disposition pour exclure les concurrents, Ça, c'est les gens qui les gênent. Merci. Il ne peut pas se cacher derrière la loi. Merci. Avec la permission, Évidemment. Peter, ce que dit Hervé est extrêmement juste. Savez-vous qu'en 1994, Abdoulaye Wade a fait des ressortissants des Haïtiens Sénégalais. des citoyens sénégalais. Merci, Il Hervé. faut aller au-delà des C'est papiers un sans panafricanisme. papier. Merci, Mais Célestin non, Jamin. il faut dépasser Merci, le Bandakani. sans papier. non. Merci, On dit la Hervé même Manuel chose. Kor. Et la- Merci, Anissé Quincy Jones, Kané. même destin. Merci à Franck Bouquet-Fort et Coco qui était là en première partie. Merci à Frédéric Dion.
On a donc épuisé les deux thèmes de ce soir. Merci à vous également à la maison. Bonsoir et à mardi pour Cartes sur table. C'est un très beau débat.